Cette année, il récompense avant tout l'ambition des maisons de disques, et je crois que par les temps qui courent, de l'ambition, il faut en avoir, et il faut surtout se rappeler ce que disait Léonard Bernstein: voici ce que doit être notre réponse à la violence, faire de la musique plus intensément, plus admirablement, et avec plus de dévouement que jamais. Si vous lisez Diapason, vous le savez, chaque mois les plumes acérées des critiques du magazine passent au peigne fin toutes les nouveautés discographiques au fil des fameuses pages au liseré bleu. Chaque mois ce sont plus de 150 enregistrements qui passent l'impitoyable crash test. Alors c'est très simple, il y a les malchanceux ou les mauvais, parce qu'il y a aussi des mauvais disques, et nous n'en parlerons pas ce soir. Ils reçoivent le terrible 1 diapason, qui signifie disque exécrable, ou le guère plus enviable 2 diapasons, disque déconseillé. À partir de 3 diapasons, ça va mieux, l'enregistrement passe de déconseillé à moyen, à 4, il devient recommandable, et à 5 diapasons, le disque est carrément superbe. Et il y a encore mieux, puisque parmi la crème des meilleurs, un peu plus d'une dizaine d'entre eux se voient attribuer chaque mois un diapason d'or. Alors autant vous le dire, ce soir, sur France Musique, il n'y a que du très bon et même de l'excellent, puisque les diapasons d'or de l'année ont été sélectionnés par la rédaction de Diapason parmi tous les diapasons d'or distribués en 2015. Pourquoi Bach d'abord? Parce que j'adore Bach, parce que mes professeurs adorent Bach, qui m'ont enseigné à la fois Rena Cherchevskaya et Evgeny Korolev beaucoup vraiment l'art de comprendre ce langage, qui est assez complexe tout de même. Voilà, donc ça m'a paru totalement naturel pour un premier CD de faire uniquement du Bach. J'ai essayé de faire 4 pièces extrêmement différentes. La partita est vraiment une pièce très grande avec des mouvements longs et très développés. À côté de ça, la suite anglaise, au contraire, même si c'est aussi une suite de danse, a beaucoup plus détaillée. Non, pas, bien sûr, la partita est détaillée aussi, mais elle est beaucoup plus ciselée, disons, elle est avec beaucoup plus d'ornementation, un côté peut-être plus français, voilà, plus claveciniste français. Le capriccio est très à part dans les œuvres de Bach, puisque c'est la seule œuvre à programme où on a des titres. Il explique que son frère part, il pleure le départ de son frère, il essaye de le convaincre de ne pas partir, etc. C'est assez drôle en fait, finalement, si on prend ça au second degré. Il y a des jeux de mots de composition en fait, si on regarde dans l'œuvre, quand il lui explique tous les malheurs qui va lui arriver, Bach fait presque exprès des fautes de composition pour lui. Donc en fait, les fautes de composition, c'est les malheurs qui vont arriver. Et la toccata à l'époque, c'est la pièce de virtuosité par excellence. Voilà, donc c'est un peu la pièce brillante de l'enregistrement.
Diapason d'or décerné Émilie à l'enregistrement de Niobé, reine de Thèbes, d'Agostino Stefani, avec Karina Gauvin, Philippe Jarouski, l'orchestre du Festival de musique ancienne de Boston, dirigé par Paul Odette et par Huchet et Rateau. On est très heureux d'accueillir l'un des chefs de cette production, Paul Odette, et puis aussi l'un des plus grands luthistes de son temps et de son époque. Je disais que c'est récent pour le public de redécouvrir la musique d'Agostino Stefani, Paul Odette, mais vous la connaissez depuis longtemps et vous la travaillez depuis longtemps. Comment est-ce que vous l'avez découverte, cette musique ? Je l'ai rencontré tout d'abord lors d'un concert dans sa ville, à Passo Franco Veneto, il y a à peu près 30 ans. Et ça m'a tellement fasciné que j'étais dans toutes les bibliothèques pour chercher ses opéras. Je suis violoniste et ce soir, à la remise des prix de Diapason de l'année par la revue Diapason à France Musique, j'ai la chance de venir pour 2 enregistrements. Il y a d'un côté de la musique très baroque, de musique italienne, d'un compositeur qui s'appelle Antonio Caldara de Venise, de la musique du XVIIIe siècle, et donc avec 2 violons, clavecin, violoncelle baroque et théorbe. Et de l'autre côté, de la musique plus, on va dire, plus classique, disons, plus tardive, de Luigi Boccherini, des quintettes, quintette avec violoncelle et quintette avec traverso. D'un côté, c'est des collègues de la Scola, l'école où j'enseigne en Suisse, et de l'autre côté, c'est un groupe d'Italiens qui s'appelle l'Accademia Ottoboni, qui est un groupe d'amis qui sont de Rome la plupart. Et je suis heureuse de jouer ces 2 répertoires assez différents ce soir, les 2 musiques italiennes, mais que quand même plusieurs dizaines d'années séparent. Dans cet enregistrement, vraiment on peut voir toute sa finesse de composition dans la musique de chambre et son attention aux couleurs des instruments, à ces timbres, le mélange entre les instruments. Je crois que Luigi Boccherini, c'est un compositeur merveilleux, très originel et quelquefois oublié par la critique. Et je crois que cette occasion, cette Diapason d'or, c'est une bonne occasion pour remercier une autre fois à Luigi Boccherini pour sa musique et pour tout le travail qu'il a fait.
C'est vrai que souvent, on se concentre sur les grands noms, même dans le répertoire baroque. Et puis après, on a tendance à oublier qu'à côté des chefs-d'œuvre et des personnes très connues, il y a aussi tout un terroir, un terreau qui fait que voilà, c'est pas ça, les chefs-d'œuvre, ils sortent pas de rien. Et donc à côté, il y a peut-être des choses qui sont moins spectaculaires des fois, mais souvent très très belles, et que si on prend le goût de les écouter, si on prend le goût de les rechercher, ensuite elles font partie de notre paysage sonore et de notre paysage émotionnel. En fait, donc c'est un choix d'œuvres très tardives en fait, de Brahms, parce que c'est vraiment parmi ses toutes dernières. D'un côté, il y a tout, je dirais, toute la richesse et le savoir-faire en gros de toute une vie. Enfin, c'est vraiment très profond. Et en même temps qu'il y a une niaque, enfin, une rage comme ça qui arrive. Enfin, il y a vraiment un feu dedans. Enfin, je trouve que c'est très très fort en fait comme musique. C'est très riche en émotions et c'est très imagé aussi. Il y a un vrai lyrisme en fait qui est présent déjà dans la formation. Et puis dans aussi la conjugaison des timbres qui est très chaude. Il y a beaucoup de graves à la clarinette. Il va assez rarement dans l'aigu. Mon premier contact avec Brahms, c'était en musique de chambre, donc ça tombe très bien qu'on joue ce trio ce soir. Certaines personnes peuvent trouver ça austère de premier abord comme musique, c'est voilà, une musique très, vraiment de son pays, très, très germanique, même avec un côté froid, même s'il y a aussi des influences un peu d'Europe de l'Est aussi dans la musique de Brahms. Mais c'est une sorte de froideur et de grandeur. Et plus on l'écoute, plus on fouille, plus on découvre quelque chose de très chaud. C'est de la musique qu'on a commencé à jouer très très tôt, et vraiment c'est l'une des premières œuvres, œuvres au sens large de musique de chambre qu'on a abordées dans toutes les formations, vraiment que ce soit piano seul, les sonates, violoncelle piano, les trios, etc. Donc c'est quelque chose qui nous accompagne presque quotidiennement, donc c'est pour ça que ce disque est assez représentatif en fait de notre vie musicale depuis quelques années.